Voilà, bonsoir. Pour ceux qui en doutaient, je ne suis pas Damien Thierry. On m'a fait comprendre qu'il ne viendrait pas en fait. Donc voilà. On gagne du temps pour le débat. Je vais essayer de pas trop en profiter moi pour être plus long que ce que j'avais prévu, ou en tout cas que ce qui m'est demandé ici. Donc la question, vous l'avez déjà largement abordée dans les interventions précédentes, de savoir si l'accord de Paris est un accord historique ou pas. Pour ce qui me concerne, la réponse est non. Ce n'est pas un accord historique, c'est un accord extrêmement important, mais il ne sera historique que si il est atteint, que si l'objectif qu'il contient est atteint par les politiques qui sont mises en œuvre. Alors, cette photo est aussi un clin d'œil au panel de ce soir, hein, puisque sur la tribune, ce sont beaucoup d'hommes, hein, on les a vus tantôt, mais en fait, ceux qui ont réellement travaillé à cet accord important, ce sont deux femmes. Hein. Tout à l'heure aussi, on a dit la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies, Christiana Figueres, et Laurence Toubiana, qui sera peut-être celle qui va lui succéder, puisque son mandat arrive à échéance, mais la France n'était pas en train de la soutenir, et puis tout compte fait, elle la soutient quand même. Mais ceux qui étaient à Paris ont certainement vu ces personnalités-là, et c'est vraiment elles, les chevilles ouvrières aussi de l'accord de Paris. Mais ça, c'était plutôt pour l'anecdote par rapport à la composition du panel. Le plus important, évidemment, c'est l'ambition, c'est l'objectif repris dans le texte de Paris, maximum 2 degrés Celsius, et tendre, moi c'est ma traduction, hein, c'est pas tout à fait le texte en version juridique, mais tendre vers 1,5. Le 1,5 n'est pas aussi juridiquement contraint que le 2 degrés Celsius, mais on a quand même une intention qui est plus clairement indiquée que ce qu'on pensait dans les textes de Bonn, les textes préparatoires. Mais attention, ne nous y trompons pas, si on est à 2,5 ou 2,7 ou 3, on ne maîtrise plus ce qui se passe en fait. Hein, c'est l'apport scientifique principal, c'est qu'au-delà de 2, et même probablement au-delà de 1,5, on n'est pas du tout certain de pouvoir maîtriser. Donc il n'y a pas une question de proportionnalité. On doit vraiment être en dessous de 2. Et l'autre difficulté, surtout pour nous les politiques, et si Damien Thierry avait été là, il aurait pu en parler dans le débat, on a tellement l'habitude de tout négocier. En Belgique, on négocie des frontières linguistiques, la couleur des écharpes des échevins en Wallonie, la taille des papiers, etc. On négocie tout en Belgique. Mais avec le climat, on ne négocie pas. On ne va pas convoquer le Gulf Stream, on ne va pas convoquer les glaces, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est donné et il y a un moment donné où ça devient irréversible. Donc ça c'était la contrainte. La difficulté c'est que, et on l'a dit tout à l'heure, moi je l'ai traduit dans un grand chiffre en rouge, c'est que les engagements actuels nous conduisent à 3,5 si on travaille sans condition, et si on accepte les conditions, autour de 3. C'est plus ou moins, hein, c'est jamais exactement le même chiffre qui peut être pris dans les évaluations. Mais c'est dire s'il y a effectivement encore aujourd'hui un écart énorme entre ce qui est acceptable et même souhaité dans l'accord de Paris et ce qui est la réalité des engagements. Or, et je m'en voudrais d'être pas trop du côté des optimistes, de nature je suis plutôt optimiste, mais là, le facteur temps joue contre nous. En 2030, il sera trop tard pour initier des changements, mais des changements de l'ordre du radical, de ceux dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, ok, on doit être satisfait, et je l'ai été moi-même, de l'accord de Paris, mais on doit constamment savoir que 2030, c'est trop tard. Il faut agir très vite. Et là, effectivement, se pose la question des capacités du politique à prendre ce genre de décision et à imaginer, mettre en œuvre ce qu'il faut pouvoir faire avancer très très rapidement. Avant d'y arriver, je voulais vous présenter encore ce graphique d'Oxfam, parce que je ne crois pas qu'on l'ait abordé à ce point, mais la responsabilité des populations riches est énorme par rapport aux émissions de CO2. Et donc tout le combat environnemental pour la planète rejoint le combat social pour la redistribution. 10%, on le voit ici en haut, 10% des populations les plus riches émettent quasi 50%
des émissions de CO2. Et 50% des populations les plus pauvres n'émettent que 10% en tout des émissions de CO2. Et ce graphique-là, ben, ça montre notre responsabilité de pays développés, de pays riches et de populations riches aussi. Il est, je pense, un des graphiques les plus parlants, mais qu'on ne montre pas toujours forcément. Pas parce qu'on ne veut pas le montrer, mais parce qu'on est plus directement dans les aspects techniques. Nous, comme politique, moi en tout cas comme politique, je ne peux pas oublier ces dimensions-là. Et ça veut dire qu'effectivement, les mesures qu'on doit prendre chez nous sont probablement plus dures, plus difficiles, plus impactantes que les mesures qui doivent être prises ailleurs, dans d'autres pays où, pour une raison aussi économique et de richesse, ils ne sont pas en train d'émettre, de produire beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Traduite en tonnes CO2 par habitant, la limite en 2030, dans un scénario à 8,5 milliards, enfin 8,4 milliards d'êtres humains, c'est 4,8 tonnes CO2 par habitant. Ça, c'est pour vous donner le point de référence. Et puis, on regarde où en est la Belgique, à la fois en 1995 et en 2011, voir les évolutions en la matière. En 1995, on était à 11,3, en 2011, on est à 10. Et on doit être à 4,8 en 2030. Donc, il y a eu déjà 16 années ici, et il reste un peu plus de 16 années là. Ça nous donne une idée du travail à faire chez nous. Ça, c'est en Belgique, par rapport à la production qui est réalisée chez nous. Et donc, la Belgique déçoit. Ça a été dit au moment de la COP21, hein, ceux qui étaient là-bas à Paris ont aussi assisté à cet événement où la Belgique recevait le fossile, le trophée des mauvais pays, parce qu'on n'avait pas encore notre propre accord de répartition entre pays, entre régions. Pas encore entre pays, entre régions. Et on allait essayer de se mettre d'accord à 195, alors que nous-mêmes, à 4 entités, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mais surtout sur l'ambition, ça manquait clairement d'ambition. D'autant plus que je pense que dans tous les chiffres qui ont été donnés ce soir, par rapport à la situation de la Belgique, on travaille sur ce qui est produit chez nous. Et si on veut être correct par rapport à nos émissions de CO2, on doit travailler par rapport à ce qu'on consomme comme CO2. Et donc, y compris quand on importe des produits qui sont fabriqués en Chine ou ailleurs, ça doit être comptabilisé normalement chez nous. Ça n'est pas le cas au niveau international, mais on a quand même quelques données maintenant. Et regardez là, de ce point de vue-là, le même tableau pour la Belgique, mais avec la consommation localisée chez nous. On n'est pas en train de diminuer nos émissions de CO2, on est en train de les augmenter. Alors malheureusement, je n'ai pas les chiffres encore plus récents, mais je pense que ça va encore moins bien. C'est des chiffres qu'on a un peu coupés dans les bases de données mondiales, mais je crois que c'est extrêmement important de se dire que ce chiffre où on dit allez, on commence à diminuer, en fait non. Sur base de ce qu'on consomme ici, on augmente nos émissions de CO2, et là aussi on doit tendre vers 4,8. Donc c'est particulièrement inquiétant, d'autant plus que la Belgique est quand même très très mal classée au niveau européen. Là je suis sur la consommation, hein, on est avant-dernier. On est là-bas. Je n'oserais pas donner le nom du petit pays qui nous est voisin, mais vous le reconnaîtrez assez facilement, puisqu'il nous est voisin et qu'il est petit. Voilà. Et donc, ça, c'est pour dire que, au-delà du fait que l'ensemble des pays développés ont un travail à faire, nous, comme Belges, on est particulièrement en retard par rapport aux 4,8. Hein. On est situé ici, les 4,8. Bon. On va dans le mur. C'est bien, les briques correspondent au truc. Mais c'est assez problématique. Et il y a vraiment une notion d'urgence. Vous connaissez probablement tous cette histoire de la grenouille qui se sent à l'aise dans la marmite qui commence à chauffer doucement. Elle trouve même agréable le fait que l'eau se réchauffe très très doucement. Puis à un moment donné, ça commence à la chatouiller. Elle se dit, je ne suis pas très très bien, mais enfin bon, je vais bien. Puis l'eau devient trop chaude et elle n'a plus la force de sortir. Or, si on l'avait plongée immédiatement dans l'eau chaude, elle serait sortie tout de suite. C'est un peu la situation dans laquelle on est, hein, où on est tous en train de traîner, enfin tous, non, certainement pas, mais où on se dit, oui, c'est vrai que ça devient problématique. On commence doucement à voir concrètement
les conséquences des dérèglements climatiques. On n'est pas le pays qui le subissons le plus. Hein. Aller au Bangladesh, aller sur les îles Fidji ou ailleurs, on verrait différemment les conséquences. Mais ici, on se dit, bon, pour l'instant, ça va encore un peu comme la grenouille au début où on fait chauffer, mais on va être trop tard. Quand on va sortir, ça va être beaucoup trop tard. Or, il y a vraiment urgence, et urgence au pluriel, hein, pour différents. Et selon moi, et ça c'est un choix politique, mais c'est une volonté politique aussi, et c'est lié aux analyses qui sont faites, on ne peut pas imaginer une solution sans changer de modèle, mais fondamentalement. C'est toute la difficulté, évidemment. C'est pas la révolution. Je ne plaide pas pour la révolution, c'est-à-dire un changement du jour au lendemain. Mais je plaide pour une transition, mais une transition qui assume clairement un changement de modèle, qui est pas seulement un changement de modèle économique, bien entendu économique, mais aussi un changement de modèle sociétal et culturel. Et donc moi je me mets clairement du côté de ceux qui disent, pensent, analysent le fait que la technologie est nécessaire, mais n'est pas suffisante en la matière. Et je crois d'ailleurs que la démonstration croisée que les scientifiques ont pu faire tout à l'heure vient en appui de cela. Si on devait consommer encore autant d'énergie qu'on consomme aujourd'hui, il faudrait, je ne parle pas des centrales nucléaires, ça on oublie, parce que vraiment les informations seraient trop longues le matin, j'ai entendu. Mais je parle des éoliennes ou je parle des photovoltaïques, il n'y aurait pas assez d'espace, on ne pourrait pas développer. Et donc ça passera d'abord et avant tout par une diminution de la consommation, ce qui est un travail sur le comportement, ce qui est un travail sur les politiques à mettre en œuvre, ce qui est un travail pour chacun d'entre nous. Mais moi j'assume le fait qu'il faut changer de modèle, et en une diapositive, c'est l'idée qu'ont certains, surtout les économistes, alors le bâtiment d'économie, je crois qu'il est plutôt par là, mais, de dire qu'il n'y a pas de limite en fait, sky is the limit. Le ciel c'est la limite, ça c'est le modèle économique néolibéral classique dans lequel on est encore. Les taux de croissance qu'on recherche, et sans imaginer que en fait, la croissance ce n'est que ce que la Terre peut produire, mais en utilisant les réserves, en utilisant ce que dans le passé ils n'ont pas utilisé, ou en préemptant ce que les générations futures auraient pu utiliser. C'est ça la croissance. Mais en fait, non. On croit qu'on peut toujours continuer. Et pour moi, politiquement, il faut que la limite soit fixée par la Terre, ce que la Terre peut donner. Et quand je dis la Terre, c'est le système global, parce que le Soleil est en dehors de la Terre. Mais donc passer d'un système économique où sky is the limit à un système où earth is the limit. Et c'est plus compliqué que ce qu'on ne le pense, évidemment, mais c'est d'abord et avant tout un choix fondamental qu'on doit faire. Et donc, avoir par exemple une inspection des finances, une cour des comptes qui vérifie si on a l'argent pour faire ce qu'on fait dans le budget, c'est important. Mais avoir 2 minutes, je termine 2 minutes, ok. Mais avoir aussi une cour des comptes environnementale qui nous dit est-ce que la Terre nous donne la possibilité de faire ce qu'on fait, ça me semble tout aussi fondamental. Mais ça implique des changements, et on les a abordés dans le système énergétique, en mobilité, en logement, en alimentation, en mode de production et de consommation, l'économie circulaire, passer d'une économie linéaire où on extrait, on consomme et on jette, à une économie circulaire où on crée, on utilise et on réutilise. Ça change la taxation de la fiscalité, on l'a dit, sur la voiture de société notamment. Mais les deux derniers points sont moins souvent évoqués et pour moi tout aussi importants, ça change aussi nos indicateurs. Le PIB comme seul indicateur versus les autres indicateurs. Et il faut mettre un stop à la publicité. Ça c'est pour moi extrêmement important aussi parce que la logique de consommation et de sous-consommation, elle vient aussi, elle est introduite par la publicité. Bon, je vais quand même en faire une des publicités, mais vous l'avez déjà tous vu, mais je la fais volontairement pour dire qu'il ne faut pas attendre demain. Qu'il faut agir dès aujourd'hui pour éviter ceci, et je vous remercie.